Bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'assister à cette séance. Je suis vraiment très heureuse d'être ici avec Lucy Rico et Hannah Berwetz. Nous allons parler des mondes virtuels et de l'incertitude. Merci de votre présence. Merci de nous avoir invités. Sachez que moi, je vais m'exprimer en anglais, Hannah aussi, et Lucy s'exprimera en français. Ce sera un dialogue plurilingue. Je vais présenter nos autrices. Lucy Rico est romancière, scénariste et réalisatrice. Elle enseigne la création littéraire. Son premier livre intitulé en français « Le chant du poulet sous vide » est sorti en anglais sous le titre « Foul Eulogies ». Et aujourd'hui, nous allons parler de son deuxième roman, GPS, qui s'intitulera sûrement GPS en anglais également quand il sortira. Hannah Berwetz est écrivaine, essayiste et scénariste. Je crois qu'elle a écrit 7 romans. Elle est néerlandaise. Aujourd'hui, son livre, le livre dont nous allons discuter est les choses que nous avons vues. Et son nouveau roman, L'expérience d'Elena, va sortir l'année prochaine. L'expérience Elena. Voilà, c'est ça. Et en anglais, Ivanov. Super. C'est un plaisir que de pouvoir réunir ces deux livres et ces deux autrices, ces deux auteurs en conversation. Ce sont 2 livres qui abordent la question sérieuse et difficile de la relation entre nos vies virtuelles, nos vies intérieures, dans le contexte de nos vraies relations avec d'autres êtres humains. J'aimerais ouvrir la discussion très concrètement en vous demandant de présenter votre livre. Chacun de ces livres suit une femme pendant une période de sa vie. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos personnages? Ariane de GPS et Kaylee dans Les choses que nous avons vues. Lucy, à vous. Pour cette présentation et merci aussi pour l'invitation. GPS suit Ariane, dont on connaît le nom très tard dans le livre parce que le livre est à la 2e personne, il est écrit au tu et Ariane est au chômage. Elle était journaliste de faits divers, mais depuis qu'elle est au chômage, elle ne peut plus sortir de chez elle. C'est comme un handicap social, elle se sent plus légitime à sortir de chez elle. Et elle ne fait exception que pour aller aux fiançailles de sa meilleure amie, puisqu'elle est témoin, donc elle est obligée de sortir de chez elle. Sauf que pour venir, sa meilleure amie partage avec elle sa localisation sur son téléphone, sur Google Maps, pour ne pas qu'elle se perde. Les fiançailles se passent très bien, sauf que le lendemain, sa meilleure amie a disparu et la seule chose qui reste d'elle, c'est le point rouge qui bouge encore sur la carte et qui va l'amener dans beaucoup d'endroits dans lesquels elles étaient déjà arrivées ensemble. And we, as the reader, are part of that too. Le lecteur fait partie de cette intrigue. Le lecteur ou la lectrice suit le point rouge aussi. J'adore cette idée. Parfois, quand on entend une histoire comme ça, on se dit « si j'avais eu cette idée, j'aurais écrit ce livre. » Bon, mon livre parle des modérateurs de contenu. Si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont les personnes qui travaillent jour et nuit dans le monde entier pour nettoyer, rendre sûrs nos plateformes de réseaux sociaux. Si vous signalez un contenu sur Facebook, YouTube ou un autre réseau social parce que vous trouvez que le contenu est inapproprié, eh bien, dans 50% des cas, un être humain, quelque part dans le monde, va devoir passer en revue ce contenu pour décider si ce contenu peut rester sur le site ou s'il doit être supprimé en fonction des lignes directrices. Mon personnage s'appelle Kaylee.
Elle a la vingtaine, elle a besoin d'argent, elle a déjà travaillé dans un centre d'appel, mais ce travail de modération de contenu est mieux rémunéré et elle aime bien son travail. Bon, vous imaginez les images horribles que ces gens doivent voir. Abus d'enfants, abus d'animaux, discours de haine, raciste. Mais pour elle, c'est un peu un jeu. À la fin de la journée, elle est notée. Son ordinateur lui dira son taux de précision pour la suppression de contenu. Elle devient assez intime avec ses collègues. Elle tombe amoureuse d'une collègue et tout va bien jusqu'au moment où ça ne va pas plus du tout. Alors, comment est-ce que vous avez eu l'idée de travailler sur la modération de contenu? C'était en 2018 quand j'ai appris la connaissance de ce métier par un article dans un journal néerlandais sur un modérateur de contenu qui travaillait à Berlin dans un centre appel sous-traité par Facebook. Vous savez, ces gens ne sont pas recrutés directement par les GAFA. Ils sont recrutés par des intermédiaires qui sont les centres d'appel. Et lorsque j'ai lu l'article, c'était un article sur ce qui se passait en coulisses. Et moi, je voulais savoir ce que ces gens voyaient, quelles sont les images. C'est une approche sensationnaliste au sujet, mais c'est ce qui intéresse les médias mainstream. Mais pendant que j'ai lu l'article, ma question a changé. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils voient? Mais qu'est-ce que ça leur fait? Comment est-ce que ça change leur vision du monde? Donc, j'ai approfondi mes recherches et j'ai trouvé beaucoup d'autres aspects intéressants liés à ce métier. Il y a les lignes directrices pour les modérateurs. C'est une énorme Bible publiée par Facebook. Parce que, bon, le livre est basé sur Facebook, mais je ne suis pas censée le dire. Dans le livre, ça s'appelle « La plateforme ». Ces lignes directrices sont assez arbitraires. Tout le monde sait qu'on ne peut pas montrer une aréole de femme et une aréole d'homme peut être vue. Alors, c'est un mélange de commercial et de moralité qui est en fait basé sur le capitalisme et j'ai trouvé ça très fascinant. Et ensuite, ces personnes ne peuvent pas parler de ce qu'ils font en dehors du bureau. Et c'est pour cela qu'ils deviennent très proches, parce qu'ils partagent tout au bureau, y compris les images traumatisantes. Ce qui m'intéresse, c'est la dynamique sociale. Je travaille toujours sur la dynamique sociale. Pourquoi faut-il appartenir? Qu'est-ce que la communauté? En avons-nous besoin et pourquoi? Et l'autre, c'est la normalité. Qu'est-ce que la normalité? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est réel? Et qui a le droit de décider? Cette dernière question, pourquoi est-ce que nous pensons de la manière dont nous pensons? C'est la question au cœur de mon œuvre. Donc, ces trois questions m'ont incité à faire des recherches dans ce domaine. Ces lignes directrices ne cessent de changer au cours du livre. Et la perception du bien et du mal entre les collègues, est-ce que ça, tu le signalerais ou non? Ils se demandent. Cela nous pose des questions intéressantes sur notre perception des médias, des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui est virtuel et qu'est-ce qui est réel? Je crois qu'il y a deux lectures possibles du livre qui sont un petit peu semblables, mais quand même différentes. L'on peut voir les modérateurs comme un peu comme s'ils nous représentaient, nous, les utilisateurs des réseaux sociaux. Mais ces modérateurs n'utilisent pas les réseaux sociaux comme nous, car nous ne voyons pas toutes ces images affreuses. Donc, ce n'est pas vraiment comparable. Et l'autre lecture que je vois, c'est par la perception des modérateurs de remplacement de nous en tant que citoyens. Nous sommes bombardés
de récits, de médias, de nos voisins, de nos amis, de notre famille, avec des idées de moralité et de réalité différentes. L'autre jour, c'était hier d'ailleurs, il y a une séance sur l'Ukraine et quelqu'un dans le public a dit j'ai vu un documentaire sur Netflix et je suis américaine et on nous critique toujours, on dit toujours que c'est la faute des États-Unis, que cette guerre a eu lieu. Et qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est un exemple parfait de ce que j'avance. Nous sommes tous dans ces différentes réalités et nous devons décider de ce qui est vrai pour nous. Et parfois, il n'y a pas une vérité unique, il y a plusieurs vérités. C'est comme ça que moi je vois le livre. C'est un livre sur nous, simples citoyens. Est-ce que nous ne sommes pas tous des modérateurs de contenu à tout moment? J'aimerais revenir à GPS et au sujet du travail. Dans les choses que nous avons vues, Kaylee a des relations fortes avec son groupe. Elle fait partie d'une équipe et dans le livre GPS, la narratrice est au chômage depuis 2 ans. Parlez-nous de son image d'elle en lien avec le fait qu'elle est au chômage depuis 2 ans. C'était l'idée de départ du livre. Je voulais parler du chômage parce que je crois que j'ai grandi aussi en ayant peur. Enfin, dans un monde, on parle de tout ce qui est incertain dans le monde et je crois que pour moi c'était sûr que comme j'étais littéraire et que j'aimais les lettres, j'aurais pas de travail dans ma vie et ça me terrifiait. C'est comme si j'allais pas avoir de place dans le monde parce que je n'avais pas de travail. J'ai vraiment grandi en pensant ça et l'idée de départ du livre c'était d'adapter Fenêtre sur cour d'Hitchcock où ce journaliste, ce grand reporter se retrouve à cause d'un handicap physique, une jambe cassée, à regarder la fenêtre de ses voisins et à imaginer la vie de ses voisins. Et je me disais, peut-être le chômage, pour moi, c'était cette idée du handicap social qui t'empêche d'aller voir le monde, qui fait un filtre entre le monde et toi. Et c'est comme ça que j'ai conçu GPS, comme à partir de cette idée de chômage, comme un filtre, quelque chose qui empêche d'avoir une place dans le monde et qui te met dans une... Enfin, je me tutoie, je tutoie mon personnage. Vous avez vu, c'est un tic. Maintenant que j'ai utilisé la deuxième personne, ça reste. Et quelque chose qui met un filtre entre la réalité et soi. Et bon, après, je pourrais en dire quelque chose du GPS, à quel point ça... mais ça, en tout cas, sur le travail, c'était vraiment ça, cette idée de filtre, de premier filtre qui empêche de sortir. Well, and it's so interesting because with that, then I invite you to go on about that. Je pourrais vous inviter à développer, parce que nous voyons comment elle suit son amie sur la carte et c'est comme si elle redevenait elle-même, parce qu'elle a... oui, complètement. En fait, elle est journaliste de faits divers. Et ça, c'était quelque chose qui m'intéressait aussi, c'est de la mettre dans une place entre la fiction et la réalité. Et les faits divers, c'est assez révélateur de notre société et de la place de la fiction dans notre société pour ça. Parce que dans un fait divers, on se le raconte dans les dîners de famille, comme ça, un petit peu entre la poire et le dessert, comme si c'était une fiction comme une autre. Ah ben, tu as vu le dernier rebondissement. Et c'est vraiment la même structure narrative, celle que présentée dans les médias, qu'une fiction. Et ce trouble entre fiction et réalité m'intéressait, et que quelqu'un qui écrit des faits divers toute la journée, j'en connais, des gens qui sont payés pour écrire des faits divers, quel est leur rapport au monde? Et ça, je pense que le livre... ce livre m'a beaucoup intéressée aussi pour ça, sur qu'est-ce que ça trouble en nous, ce rapport à la fiction, quand on ne sait plus, quand il manque des images et que ces images, on ne sait pas si c'est des fictions ou de la réalité. Et je voulais faire vraiment de cette matière le cœur du livre, d'autant que l'autre point central, c'est le GPS, c'est lui qui guide le livre, enfin, on pense que c'est lui qui guide le livre, là aussi, il y a un petit trouble. Mais le GPS, ce qui est intéressant, c'est avant, on se repérait avec des cartes. Les cartes, on les tenait dans la main et on se repérait par rapport à elles. On faisait un chemin par rapport à elles. Dans le GPS, tout le monde entier se repère par rapport à nous. On est au centre du monde. Et ça, c'est quand même un changement radical dans notre perception du monde. C'est comme si le monde était à notre service et
et qui bougeait comme ça, on le fait bouger le monde. Et voilà, le changement de paradigme était là pour moi, et c'est aussi pour ça que je voulais adapter, même littérairement, le point de vue à ce nouvel usage du monde. Il y a beaucoup de liens entre les deux livres, cette idée du réel et du virtuel ou du faux. Je voudrais que toutes les deux, vous nous parliez des aspects techniques de vos livres. Le choix d'écrire à la deuxième personne. Et dans votre livre, Kaylee s'adresse à quelqu'un. Donc, cela ajoute une couche. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui. Au début du livre, nous apprenons qu'il y a un procès qui a été intenté par des anciens collègues de Kaylee. Mr. Stittig appelle Kaylee. Il voudrait qu'elle se joigne aux collègues dans ce procès, cette plainte. Mais elle a un secret qui l'en empêche. Mais il insiste, il lui envoie beaucoup de messages. Et au début du livre, elle accepte d'entrer en conversation avec lui. Et en fait, au début du livre, elle s'adresse à lui. « Monsieur Stittig, arrêtez de m'appeler, je ne vais pas participer à votre procès. Je vais vous dire pourquoi. » Et elle commence à écrire son histoire. Sans tout divulguer, nous apprenons que elle est peut-être pas une narratrice peu fiable. Et nous allons, en fin de compte, apprendre son secret. J'aime bien commencer mon livre au présent. Je ne sais, en néerlandais, nous disons que c'est la structure de la fenêtre. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais Frankenstein est compté par quelqu'un qui parle du présent, dans le présent, et il y a une sorte de flashback où il raconte l'histoire. Bon, c'est une manière de créer une tension. Votre personnage principal sait quelque chose que le lecteur ne sait pas, et on a l'impression, on espère qu'il va divulguer son secret. Voilà. Et il y a un aspect de confession, d'aveu, qui crée beaucoup de tension. Petit à petit, nous nous rendons compte que Kaylee est instable et incertaine. Elle se présente comme étant très stable. Elle ne semble pas être trop touchée ou bouleversée par ces images affreuses. Et petit à petit, nous nous rendons compte que cela la touche de la même manière que les autres. Dans GPS, il y a aussi un élément d'aveu, de confession. Elle parle au lecteur. On ne peut pas faire autrement à la deuxième personne. Et elle raconte cette histoire. Nous sommes dans son esprit et elle est en train d'avouer certaines choses. Bon, ce n'était pas une question, mais vous pouvez répondre quand même. Non, mais c'est aussi tricky pour moi parce que c'est vrai que, en fait, j'ai construit tellement ce trouble sur le fait de ne pas savoir qui parle à qui que même l'appeler narratrice, c'est la narratrice et en même temps, ça ne l'est pas vraiment. C'est pas qui raconte l'histoire. Et oui, la narratrice non fiable, c'est quelque chose aussi que j'aime beaucoup, notamment pour parler de de comment on considère la fiction ou la réalité, où se situe la frontière entre les deux. Et en fait, j'avais écrit le livre d'abord à la première personne, mais quelque chose ne correspondait pas, parce que je parlais de ce voyeurisme, de qu'est-ce qu'on va chercher. Finalement, voilà, le téléphone, dans mon livre, c'était construit en miroir avec le film Hitchcock, comme une fenêtre. Le téléphone est une fenêtre, ça cache des choses, ça en montre d'autres, etc. Sauf que la première personne, ça ne montrait pas le trouble qu'il y a, même politique, dans le fait que, oui, ça cache des choses, et en même temps, le téléphone nous contrôle, c'est-à-dire qu'on est voyeur de la vie des autres, mais aussi on est vu par le téléphone, on est vu par les algorithmes, on est vu par des interfaces, et même Google Maps, c'est une représentation politique du monde. Il y a... ce n'est pas le monde. On considère que c'est le monde tel qu'il est représenté et on s'y fie tellement. Il y a plein de faits divers comme ça que les gens rentrent dans des fossés, s'accrochent à des falaises parce qu'ils n'ont pas voulu s'arrêter parce que le GPS leur disait de continuer. Et moi, je l'ai fait déjà parce que j'ai aucun sens de l'orientation en vrai. De continuer, je sais très bien rentrer chez moi, mais si je suis le GPS, je vais faire un détour d'1 kilomètre. C'est absurde. Et on a beau
voilà, il y a quelque chose contre le monde presque. Et je voulais rendre compte de ça. Et la deuxième personne, je l'ai trouvée très tardivement. Et je crois qu'il y a un trouble, il y a une perte de repère dans ce livre, un trompe-l'œil. En fait, il est entièrement construit en trompe-l'œil. Est-ce que c'est le téléphone qui s'adresse à Ariane? Est-ce qu'Ariane s'adresse à elle-même? Est-ce que c'est Ariane qui s'adresse au lecteur? Ou est-ce que, enfin voilà, il y a plein de possibilités. Ou est-ce que c'est Sandrine qui a disparu, qui est devenue un point rouge, qui s'adresse à son ami? Et j'ai essayé de construire le livre entier pour que toutes les hypothèses soient toutes possibles en même temps, mais que ça ne trouble pas la narration, parce qu'il y a quand même une narration qui j'espère, tient. Et c'est une enquête. Tout le long, voilà, c'est suivi sur qu'est-ce qui est arrivé à Sandrine, et c'est Ariane qui enquête. Mais le point de vue est quand même circule entre toutes ces possibilités. J'aimerais changer un tout petit peu de perspective dans la conversation. On a parlé du contemporain. Ces deux livres sont très contemporains. La majorité des livres dont on a parlé ce week-end portent sur l'histoire. Il s'agit de romans historiques, d'histoire historique, de questions de mémoire. Alors que je me préparais pour cette séance, je me suis dit une chose, ces deux livres portent sur des espaces en ligne qui créent une vaste quantité de documentation. La modération de contenu, moi, j'imagine même pas la quantité d'informations qui est là, et dans GPS aussi. Il y a la cartographie, les faits divers, Google Maps, les photos, c'est tout là. Donc il s'agit d'archives immenses concernant la vie des gens, et ce n'est pas filtré, c'est le bazar, c'est énorme. Alors, quel est le rôle des écrivains dans tout ça? Quel est le rôle des écrivains pour contrer cette archive massive qui n'est pas filtrée? Est-ce que vous travaillez pour ou contre? Ça revient un petit peu à ce dont on parlait. Ces livres peuvent être vus comme un roman anti-Internet, et en même temps, plutôt, vous m'avez dit que ce n'était pas votre intention. Effectivement, on parlait de ça en coulisses. Quand on parle des technologies, les gens pensent souvent que vos livres portent sur la technologie. Mais pour moi, ils portent sur les êtres humains dans le monde moderne. Donc, une fois que vous avez introduit les réseaux sociaux ou l'Internet, qui sont devenus la normalité, ça existe depuis plus de 20 ans, certains lecteurs se disent encore « mais vous êtes en train de dire quelque chose sur l'Internet » et souvent, ils ont l'impression que vous allez dire quelque chose de négatif sur l'Internet. Pourquoi on dirait quelque chose de positif? Or, pour moi, il est plutôt logique que quand j'écris un roman contemporain, la technologie est là. Alors, c'est un petit peu différent avec ce roman-là, car il porte sur les travailleurs de la tech, des travailleurs du numérique qui sont cachés. Mais parfois, les critiques aux Pays-Bas pensaient que c'était un livre qui allait à l'encontre des réseaux sociaux. Ça ne m'a pas insulté, mais ça m'a attristé, car pour moi, il y a bien plus dans ce roman. Ce qui m'intéresse avec ces modérateurs de contenu, c'est qu'ils négocient différentes réalités, différentes moralités. D'un côté, ils ont les lignes directrices, mais ils ont également leur propre sens moral, la manière dont ils ont grandi, dont ils ont été élevés. Il y a la morale du pays, et puis il y a la morale de la communauté. En effet, ces travailleurs ont leurs propres règles, ils ont leurs propres blagues. Et pour moi, c'est ce sur quoi porte le livre. Mais beaucoup de gens m'ont dit ils voient des images horribles, vous devez détester les réseaux sociaux. Non, moi j'adore l'Internet. C'est l'une des meilleures inventions de l'humanité. Il y a tout un tas de raisons qui amènent à haïr les réseaux sociaux en raison de leur structure, à cause des entreprises qui les détiennent. Il y a tout un tas de choses pourries dans les réseaux sociaux. C'est vrai, mais il y a aussi tant de choses belles dans les réseaux sociaux. Je ne suis pas Elon Musk ou Mark Zuckerberg, mais pour les groupes marginalisés, pour tous ces gens... Bon, je ne vais pas dire pourquoi c'est si bien, mais je dirais juste que je trouve que c'est aussi quelque chose de bien, et je ne veux pas être anti-réseaux sociaux par le biais de ce roman. Moi, j'aime bien ce que vous avez dit par rapport aux travailleurs cachés de la tech. En effet, c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte. Or,
c'est intéressant de lire à ce propos. En effet, quand on signale quelque chose, il y a quelqu'un qui doit l'étudier, le regarder. Je prends ma responsabilité et je la mets entre les mains de quelqu'un d'autre. Moi, je vous parlais de cet article qui datait de 2018, mais après avoir lu cet article, je me suis dit, mais j'étais complètement naïve, j'avais jamais réfléchi au fait qu'il y avait des êtres humains qui faisaient ce travail. Or, lorsque l'on pense à la tech, on pense aux ordinateurs, à l'intelligence artificielle, aux chatbots. Bien évidemment, ce sont des éléments qui existent, mais il reste des milliers et des milliers d'êtres humains qui travaillent comme modérateurs de contenu. Mais imaginez Google Books. Vous rentrez quelque chose dans le moteur de recherche, vous obtenez des résultats, vous pouvez aller chercher, cliquer sur les versions PDF de livres. Et ça a été scanné par des êtres humains. Il y a un projet artistique qui cherchait les traces humaines dans les livres Google. Donc, elle cherchait les pages qui comportaient des empreintes digitales, des cheveux, des parties d'objets pour rendre visible ce travail invisible, ces travailleurs invisibles. Lorsqu'on pense à ces travailleurs invisibles, on pense à des sweatshops, à des gens qui assemblent des smartphones dans des usines, mais il y a également tous ces travailleurs invisibles qui sont là, et moi, ça me fascine. Alors, je ne veux pas dire c'est mal, ça doit changer. La modération de contenu, quelqu'un doit s'en charger. Les conditions de travail doivent certes changer, mais ce livre ne dit pas c'est quelque chose à bannir. Pas du tout. Alors, cet article, ce projet artistique, et les gens qui cherchent les empreintes digitales ou les cheveux, c'est peut-être quelque chose dont Ariane aurait pu écrire. En effet, c'est le genre de choses qui intéresse Ariane. Il y a une partie du livre où elle trouve un emploi et elle commence à avoir une relation très compliquée avec le travail qu'elle fait. Et je dois dire que ces deux livres, il est difficile de parler de ces deux livres sans divulgacher la fin. Donc j'essaie de faire très attention à la manière dont je décris l'histoire, parce que je ne peux pas aller trop loin sans donner trop de détails et sans trop en révéler. J'aimerais revenir sur un point de ces deux romans. Chacune de ces femmes a une relation très sérieuse avec une autre femme. C'est au cœur de l'histoire. Et j'aimerais peut-être commencer avec Ariane et Sandrine. En effet, elles sont, ou plutôt je dirais que dans les deux romans, ces deux femmes négocient leur relation avec d'autres femmes dans le monde virtuel et dans le monde réel. Et dans le cas de Ariane et de Sandrine en particulier, elles ont une relation très profonde. Le lecteur lit à ce propos, mais en même temps, c'est une relation virtuelle. Elles ne sont pas au même endroit. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez voulu présenter les choses comme cela? Oui. Alors moi aussi, j'aime beaucoup ce que tu as dit sur... voilà, c'est pas un roman à propos d'Internet. En fait, c'est vraiment un roman, je crois, à partir aussi de comment on retrouve des repères dans le monde et comment on se lie aux autres. Et c'est un roman sur l'amitié, sur une amitié très forte d'adolescentes qui disparaît. Voilà, moi aussi, j'essaye de ne pas raconter le livre, et en fait, ça s'arrête assez tôt, la partie qu'on peut raconter, je crois. Oui. Mais c'est une partie, oui, c'est vraiment un roman sur l'amitié, et je crois que ça s'appelle GPS, mais c'est beaucoup un roman sur le temps. Mais je crois que le GPS, c'est aussi quelque chose sur le temps, parce qu'on navigue aussi dans un espace qui n'existe déjà plus, parce que les camions Google Maps, finalement, sont passés 6 mois avant, enfin, minimum, entre 6 mois, 1 an, 2 ans avant dans les espaces qu'ils ont photographiés. Donc on navigue dans un espace qui est déjà de la mémoire. C'est dans le livre, à un moment donné, je crois que j'en parle. Voilà, s'il y a une bombe atomique qui arrive sur un lieu, en fait, dans l'espace Google Maps, il existera encore pendant un certain temps, et je trouve ça assez vertigineux comme pensée. Et il y a aussi cet outil assez magique qui est
time-lapse qui permet de naviguer dans un espace tel qu'il était il y a 10 ans, il y a 20 ans, de voir le réchauffement climatique, etc. Et vous posiez la question du réchauffement, non pas du tout du réchauffement climatique, de l'archive. Yes. Et en effet, ça m'intéresse de voir comment cet espace, qui est l'espace le plus présent, le plus contemporain, que l'on utilise tous les jours pour se repérer et qu'on croit être un simple outil géographique, est aussi un outil mémoriel. Et en cela, c'est un outil aussi sentimental, parce que les lieux, c'est quelque chose de sentimental. Et c'est cette dimension qui m'intéressait. Et finalement, comment il peut documenter une amitié très ancienne, puisque c'est une amitié d'adolescente. Donc Ariane et Sandrine se sont rencontrées en ligne. Donc il y a beaucoup de traces d'elles aussi en ligne. C'est sur les traces qui restent de nous sur Internet et qui sont presque des traces concrètes qu'on peut réanalyser une fois même que la personne a disparu. Donc elles se sont rencontrées en ligne sur un forum de musique parce qu'elles aimaient le même groupe de rock et au lieu de parler, elles s'échangent des paroles de chansons parce qu'elles trouvent ça beaucoup plus spirituel que de se donner leurs pensées. Et tout le livre est construit sur ça, sur qu'est-ce qu'on imagine de l'autre et comment on passe par le détour de la fiction. Et moi aussi, c'est quelque chose qu'on m'a dit souvent, que mon livre était anti-Internet, parce qu'il met en perspective Internet, il interroge, je pense, quand même Internet et les usages que l'on en fait. Mais je pense qu'Internet, c'est un petit peu la même chose que la fiction. C'est dangereux à partir du moment où on plonge dedans sans l'interroger, à partir de, au moment où on n'interroge plus le média qui nous donne finalement l'histoire qui est contée. Et c'est ça, je crois, qui se passe par rapport à cette fiction. Vous l'avez dit magnifiquement, mais il y a ces traces, ces éléments qui restent de Sandrine à ce moment où son amie la cherche. Elles deviennent de plus en plus importantes alors que la narratrice la suit et nous la suivons aussi. Donc il y a toutes ces couches qui sont très adéquates dans toutes les discussions que l'on peut avoir autour de l'Internet. Il y a la notion de la responsabilité dans chacun des romans. À un moment ou à un autre, le lecteur se dit « mais sors de chez toi ! Arrête de ne faire que de la suivre sur ton téléphone !» Et je me suis posé la question, comment est-ce que l'on peut trouver notre sens des responsabilités sur l'Internet? Elle est responsable de ce que les gens vont voir en ligne, elle est responsable de ses publications. Mais comment est-ce qu'on peut savoir quelles sont les questions, quel est le questionnement qu'on peut avoir par rapport à cette technologie? C'est une vaste question. Oui, et c'est vrai que moi, c'est aussi lié à la première question que vous posiez du chômage. C'est comment on peut être déconnecté du monde. Voilà, sa meilleure amie disparaît. Elle la voit dans sa poche comme ça, être un point rouge. Et en fait, elle est tellement fascinée par elle qu'elle n'arrive pas à sortir. Et c'est vrai que moi aussi, je me disais, c'est fou qu'elle reste tout le temps dans sa chambre et elle ne sort pas. Elle est agaçante. Elle est agaçante. Il y a un moment où on lui dit, mais si tu penses vraiment qu'elle peut être en danger, pourquoi tu ne sors pas et l'aider? Et je crois qu'une des réponses, c'est dans sa relation avec son petit ami, parce qu'elle a un petit ami qui s'appelle Antoine, qui est pompier, et dont elle se fiche complètement. Mais parce qu'il est tellement ancré dans la réalité qu'elle n'arrive plus à avoir de lien avec lui. Et en fait, je réponds aux questions dans le désordre un petit peu, mais ça me fait penser à, vous demandiez, il y a un moment où elle retrouve un travail, elle redevient journaliste de faits divers, sauf qu'au lieu d'écrire des faits divers tels qu'ils sont, elle les trouve ennuyeux, les vrais faits divers, et donc elle va se mettre à inventer des faits divers. Et elle dit, mais quelle importance ça peut avoir finalement si moi je les invente? Peut-être qu'ils sont réels, peut-être qu'ils deviennent réels dans l'espace d'Internet. Et je crois qu'elle est tout le livre est dans cette confusion entre ce qu'on peut penser vrai, et c'est là aussi où je trouvais absolument brillant le livre, c'est qu'on ne sait on ne sait plus exactement ce qui est réel ou pas. Alors j'espère que le lecteur peut retrouver des indices de ce qu'il est, mais elle, la narratrice, Ariane, est perdue. Ariane, je suis assez symbolique, mes livres sur le choix des prénoms. Ariane, c'est le fil d'Ariane, c'est le point d'Ariane aussi qu'elle suit. Elle se perd complètement dans ce chemin entre réalité et fiction, mais parce que je pense qu'on peut avoir, avec le chômage, avec l'utilisation prolongée d'Internet ou de la fiction, quand on est romancier, par exemple, on peut se tromper entre la réalité et la fiction.
Voilà, parce que c'est aussi une métaphore de l'écriture. Tout le livre, voilà, elle est seule chez elle en train d'écrire des livres et elle perd la notion de réalité. Absolutely. Et elle perd pied. Yeah, she absolutely does. Yeah. Now, both books are talking Alors, les about deux very romans serious parlent de situations très sérieuses. So this question is slightly difficult because I don't Cette want question to est un petit peu give the compliquée, un petit peu impression difficile. Je ne veux pas funny. les présenter comme des livres drôles, même s'ils le sont sous certains aspects. Alors, au moment de l'écriture, comment avez-vous négocié cela? Il y a une certaine absurdité noire par rapport aux événements dans les deux romans. Est-ce que c'est arrivé naturellement? Est-ce que cela fait partie de votre monde, de votre sensibilité au monde? Mais ces sujets sont très sérieux et pourtant, il y a un sens de l'humour. Pour moi, ça vient avec la narratrice qui est queer, qui a 28 ans, elle n'a pas d'enfant, elle a un job, elle a une petite amie. Sa mère est décédée pendant qu'elle était adolescente, sa meilleure amie aussi, ma meilleure amie aussi, elle m'a dit que c'était un petit peu comme si elle était restée gelée à l'âge où sa mère est décédée. C'est pas le cas pour tout le monde, mais je l'ai gardé en tête au moment d'écrire l'histoire, car d'une certaine manière, Kaylee n'est pas très mûre. C'est également une femme queer, je le suis moi-même, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont queer, qui ont l'impression d'avoir raté leur adolescence car ils n'avaient pas encore fait leur coming out et ils n'ont pas pu évoluer comme des hétéros. Donc c'est le cas avec ma narratrice, avec moi. On vit une vie un petit peu de Peter Pan. Et donc, au moment de trouver sa voie, je réfléchissais à qui j'étais en tant qu'adolescente. Elle peut être têtue, elle peut être enfantine. C'est ça qui la rend un petit peu drôle. En même temps, elle peut être très dure. Et ça rend le livre plus amusant que si le narrateur avait été trop sérieux. Je pense que le sujet a besoin d'un personnage comme cela. C'est la raison pour laquelle elle est là. Mais sa voix aide beaucoup. Et puis, sans trop divulgacher non plus, elle a une relation avec une femme un petit peu plus âgée et ils ont des mécanismes différents. Sa petite amie s'appelle Secret, elle a le même boulot, elle veut parler de son travail, mais la narratrice n'a jamais appris comment parler de son travail. Et donc, ça ne fonctionne pas trop dans leur relation. C'est un petit peu le revers de sa personnalité. Elle est drôle, elle est têtue, elle est rigolote, mais il y a le revers de la médaille. Il y a un autre côté, car c'est également un personnage assez tragique. Oui, j'ai l'impression que le lecteur a beaucoup d'empathie pour Kaylee, qui ne veut pas rentrer dans le détail de ces sujets très sombres. Il y a certains de ces sujets que Kaylee ne prend pas très au sérieux, les blagues racistes, ce genre de choses. C'est assez réconfortant pour les lecteurs. Ça enlève un petit peu du stress pour le lecteur aussi. Oui, et puis elle est sensée, on l'aime bien. Je crois que les lecteurs sont assez partagés. Je pense qu'il y a des lecteurs qui l'aiment bien, qui la comprennent bien, et d'autres qui ne la comprennent pas, parce qu'elle a l'air complètement détachée. Or, pour moi, c'est quelqu'un d'aimant, qui ne sait juste pas comment montrer ses sentiments. Et au fur et à mesure que l'histoire évolue, on se rend compte qu'elle n'arrive pas à gérer les choses aussi bien qu'elle le dit. Ça crée une certaine distance. Oui, c'était exactement ce que je souhaitais faire. Quid d'Ariane? Je pense que j'ai un humour très noir quand même. Maintenant, après 2 romans et là en train d'écrire le prochain, je vois que j'ai... Parce que mon premier roman, Le chant du poulet sous vide, c'était aussi sur une femme qui veut rendre hommage à des poulets en écrivant leur biographie qu'elle colle sur l'emballage. Donc c'est quand même des sujets à chaque fois un petit peu décalés, où je crois que j'ai besoin de l'humour pour désamorcer aussi ce que je mets en place. Et aussi, je crois que l'humour, c'est un outil assez fort pour faire voir
les choses. Voilà, c'est souvent des sujets assez contemporains et je trouve que l'humour, ça introduit le décalage, comme le chômage, comme le manque de repères. Ça permet de faire voir des choses qui constituent le quotidien. Qui, moi, voilà, l'infraordinaire, tout ce qui est tout petit, j'aime le penser, j'aime en faire le sujet, mais c'est assez dur de trouver de la distance aussi par rapport à ces sujets. Et je crois que l'humour me permet ça. Mais c'est aussi une question que j'ai beaucoup repensée depuis la sortie du livre, parce que les gens ne le lisent pas du tout pareil. Il y a des gens qui trouvent ça très drôle et même qui ne trouvent pas ça du tout tragique. Et il y a des gens qui trouvent ça absolument tragique et pas du tout drôle, et qui ne voient pas du tout l'humour. Et puis il y a des gens entre deux, hein, où les deux coexistent. Et je crois que ça dépend où on met notre attachement, notre attachement et notre confiance aussi, si c'est dans le point rouge, parce qu'il y a des gens qui suivent le point rouge, et c'est la question de la fin aussi. Pour moi, c'était une fin fermée, mais pour beaucoup de gens, c'est une question ouverte, une fin ouverte. Mais parce que je pense que ça dépend si on suit la technologie, si on fait confiance en ce point rouge qui bouge et qui est l'autre personnage principal, ou si on fait confiance à cette narratrice qui est très peu fiable, qui est assez dépressive, qui a des petits problèmes quand même. Et donc, selon là où on met notre empathie, finalement, je crois que la fin n'est pas la même. Et je crois que la dimension tragique ou ironique ou humoristique du livre n'est pas la même. Donc voilà. Donc pour moi, en fait, je ne sais pas où se situe l'humour pour chaque personne, c'est assez différent. Et c'est assez passionnant. De toute façon, voilà, les lecteurs décryptent des choses qui sont quand même assez passionnantes pour un auteur. Et voilà, je ne sais pas exactement où il est. Je crois que nous allons maintenant ouvrir la discussion et prendre des questions de la salle. Mais une dernière question. Vous avez parlé de vos livres, vous avez écrit et vous écrivez pour le petit écran et le grand écran. Et je suis curieuse de savoir comment vous gérez ces différentes formes. Est-ce que une forme littéraire ou artistique influence l'autre ou non? J'aime bien me concentrer sur une chose. Donc, je fais des scénarios, des essais, des chroniques ou des rubriques ou un roman. Et c'était difficile, mais nécessaire pendant entre 20 et 30 ans. J'ai maintenant 39 ans et financièrement, je devais tout faire avant, mais maintenant je peux me focaliser sur les romans. J'aime beaucoup écrire les scénarios. C'est un peu comme si on écrivait un roman sans toutes les parties difficiles. Il n'y a que les dialogues. Mais je n'aime pas le processus. Il y a le réalisateur, la chaîne de télévision, le sponsor, ou le publicitaire, et ils ont tous voix au chapitre. Dans mon pays, 80% de ces produits ne sortent jamais sur l'écran. On met au point le scénario, on avance, et puis au bout de 2 ans, la chaîne décide d'abandonner le projet. Ça a commencé à me fatiguer. Et ce que j'adore lorsque je me concentre exclusivement sur les romans, c'est que c'est moi qui prends toutes les décisions. Je sais quand le roman va être publié, et comme je suis control freak, il vaut mieux que je travaille comme ça. Je suis assez d'accord, c'est assez aliénant d'avoir à partager l'ensemble des retours, et surtout qu'ils ne sont pas toujours justes, les retours. C'est assez troublant de passer de la narration du roman où on est seul et on maîtrise le monde à l'écriture de scénario. Mais j'aime bien cette dimension collective, mais quand c'est des retours, etc., c'est assez épuisant. Mais je crois que j'ai besoin de ça, parce que moi, en fait, les romans, j'ai quand même un truc avec être immergée dans la fiction, comme on le voit avec GPS, où j'ai peur d'être trop immergée par la fiction. J'ai peur d'utiliser aussi le monde qui m'entoure pour nourrir seulement la fiction. C'est quelque chose que je crains un peu. Et donc, j'aime avoir plein de contrepoints. J'aime être entre plein de projets. J'écris souvent sur mon téléphone, d'ailleurs. Je m'envoie des mails, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Je m'envoie des mails à moi-même. En fait, je travaille beaucoup par fragments pour éviter ce côté tunnel de travail que je crains. Donc j'aime être dispersée le plus possible, et donc j'ai besoin de tout ce travail-là.
Et puis là, voilà, je me mets aussi, on m'a commandé une pièce chorégraphique, donc j'aime bien tenter d'autres écritures. Mais c'est vrai que ce que je préfère, c'est quand même écrire des livres. Donc pour moi, c'est le centre, et tout le reste, c'est une périphérie qui me permet de me distraire finalement du roman, qui est un peu ce qui est dans ma tête tout le temps, de m'échapper. Thank you both. I'd like to open it up for questions. J'aimerais maintenant donner la parole à notre public. Avez-vous des questions à poser à nos deux invités? Yes. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Honora O'Neill, philosophe, parle des moyens de communication dans le monde. Les Grecs antiques préconisaient ou préféraient la voie orale et n'aimaient pas écrire. Ensuite, il y a eu le métier imprimé, la réforme, mais la société s'adapte et évolue, et nous en sommes en plein dedans de cette adaptation avec Internet. Mais est-ce que nous évoluons vraiment? Est-ce que nos capacités évoluent? Anna, vous avez parlé des côtés positifs d'Internet, mais il y a les problèmes de santé mentale, les problèmes avec les sites de rencontres. Est-ce que vraiment nous nous sommes améliorés? Je crois que c'est un peu comme pour tout ce qui concerne la moralité sur Internet. On peut dire oui et non. Est-ce que nous nous améliorons? Bon, les choses avancent très vite avec l'intelligence artificielle, les chatbots et ces évolutions-là. Parfois, elles m'inquiètent et je me rassure justement en me disant que nous sommes toujours en train de nous adapter. Lorsque le vérificateur d'orthographe a été présenté, les enseignants se sont dit, bon, c'est la fin des haricots. Et maintenant, les enseignants disent, oh, les chatbots, c'est la fin des haricots. J'espère que ce ne sera qu'un outil de plus pour nous aider à... Bon, je ne parlerai pas de meilleure performance. Je ne veux pas donner une idée capitaliste de la croissance en exemple, mais je ne suis pas technophobe. Je crois que la technologie présente bien des avantages et des bienfaits. Songez au seul domaine médical ou bien le changement climatique, mais est-ce que nous nous améliorons? Je ne sais pas. Le problème d'être accro au smartphone, c'est un problème. Je passe beaucoup de temps dans les écoles à parler de mon travail et tous les enseignants me disent que non seulement les enfants lisent moins aujourd'hui, mais trouvent la lecture très difficile et c'est un gros problème. 50% des enfants aux Pays-Bas, des enfants entre 12 et 15 ans, ne peuvent pas lire une page A4 et comprendre complètement ce qu'ils ont lu. C'est quand même un problème important. Mais on peut toujours dire oui et non. On peut plus arrêter Internet, alors il faut prier pour que ça se passe bien. Oui, je suis complètement d'accord et ça me laisse un peu dépourvu. Moi, je pense qu'en tant que romancière, en tout cas, le penser ce sujet, le mettre en fiction et aussi utiliser le langage technique, le langage de l'Internet pour le mettre dans la fiction, pour le repenser. Bon, c'est la seule arme que j'ai pour en faire une pensée. C'est Pérec qui disait « Si on ne pense pas les choses de notre quotidien, on vit notre vie en somnambule ». Et je trouve que transformer, pour ça aussi que mon roman s'appelle GPS de manière un peu provocante, c'est tout ce langage qui a envahi complètement notre quotidien et qu'on ne pense pas. Si on le laisse d'un côté, de ce côté-là, je trouve qu'on ne pense pas les choses. Mais après, en termes de morale ou d'avis, j'arriverai pas à construire quelque chose. Parce qu'en fait, je ne suis pas spécialiste d'Internet. Je consomme tellement d'Internet, mais je crois comme tout le monde, avec Google Maps, avec les réseaux sociaux, que moi, ma manière de répondre à ça, ça a été de faire un livre où j'essaye de transformer ça en langage poétique, dans le langage qui est le mien, de repenser les termes, pour le mettre à distance. Mais, parce que ça me pose problème, en tout cas. Mais ça ne me pose pas problème comme je le rejette, ça me pose une vraie question. Il y a un paradoxe
ma manière de penser Internet. C'est intéressant parce que les deux livres jouent avec le langage, la recréation du langage. Les modérateurs de contenu ont un langage à eux et le lecteur doit lutter pour comprendre ces mots qui qualifient les images. Et dans GPS, elle est complètement obnubilée par le langage du Google Maps et le point rouge qu'elle suit devient une langue topographique qu'elle doit suivre et qu'elle doit interpréter. C'est très intéressant. D'autres questions? Oui? Oui, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Jonathan Coe qui était venu ici il y a quelques années justement et de son film. Le livre, d'abord, qui ensuite a été adapté au cinéma, où le personnage tombe plus ou moins amoureux de son GPS et développe une relation très forte. Et il me semble que, je n'ai pas lu vos livres encore, mais c'est aussi quand même beaucoup toutes ces technologies et ce que vous semblez raconter dans vos livres, c'est aussi l'isolement et la solitude. Où on vit dans la société, on communique avec les autres, où on pense peut-être communiquer, où on espère communiquer par les réseaux sociaux, etc. Mais finalement, il y a beaucoup de gens qui sont très seuls. Est-ce qu'il y a de ça? Oui, oui. Alors, j'ai pas lu le livre parce que je me suis empêchée. J'ai vu le film, mais je me suis empêchée de lire le livre parce qu'en plus, j'aime beaucoup cet auteur et je me suis dit, si je lis un livre sur un GPS pendant que j'ai écrit GPS, je vais être complètement influencée. Donc, j'ai refusé de lire. Maintenant, je peux, donc je vais le faire. Mais oui, ça parle de solitude et en même temps, il y a quelque chose là aussi paradoxal dans mon livre. En tout cas, c'est que finalement, il manque une dimension dans le GPS. Voilà, c'est en 2 dimensions. Et finalement, la 3e dimension de mon livre, ce serait la dimension sentimentale. Avec cette dimension temporelle, elle cherche tellement quelque chose, un indice sentimental. Elle le charge tellement de toute l'amitié qu'elle porte à Sandrine, que c'est un livre qui n'est pas froid, je crois. C'est vraiment un livre sur l'amour qu'on peut porter à un point rouge, voilà ce qu'on met derrière le point rouge. Donc il y a une nouvelle relation qui se crée. Et ça, c'était assez important pour moi de mettre une nouvelle relation dans... Parce qu'il se passe des choses sur l'interface. Quand on communique par WhatsApp, quand on communique par message, quand on fait des visios, il y a une relation qui se crée qui n'aurait pas pu se créer en vrai, qui n'est pas forcément... qu'on en tire n'est pas forcément moins vraie finalement que la relation qu'on peut avoir dans la réalité. Elle est juste différente. Il y a pas, les mêmes choses ne s'échangent pas. Et ça m'intéressait aussi. Qu'est-ce qui peut être différent quand on rencontre quelqu'un en ligne, par exemple, ou qu'on chatte avec? Qu'est-ce qu'on raconte qui ne peut pas se raconter dans la réalité? Et en quoi cette relation est différente? Et donc, je crois que là, en tout cas, la distance, l'éloignement que Ariane a avec Sandrine lui permet de voir différemment toute la relation réelle qu'elles avaient construite. Et ça lui donne une clé, et là aussi je ne peux pas raconter, mais en fait ça lui apprend quelque chose qu'elle n'avait pas pu voir sur son ami. Et pour moi, ce paradoxe-là était important. À la fois, elle est complètement ailleurs, elle est déconnectée, elle perd pied, mais elle apprend quelque chose sur son ami qu'elle n'avait pas vu jusque-là. Oui, tout à fait d'accord. Si je vous ai bien compris. Les relations virtuelles sont différentes. Le langage est différent, beaucoup de choses sont différentes, mais cela ne les rend pas moins valorisantes ou leur donne une valeur moindre. Quand on dit « Oh, je ne lui parle que par téléphone », ce n'est pas, ou en ligne, ce n'est pas comme si on se voyait tout le temps avant. Il y a des amis que je ne vois qu'en ligne. Moi et ma partenaire, nous ne vivons pas ensemble, mais nous sommes toujours en train de nous envoyer des petits messages toute la journée. C'est une manière de montrer son amour. Nous adorons Taylor Swift. Elle m'envoie une vidéo de Taylor Swift et je sais qu'elle pense à moi. Et c'est un moyen de communication, c'est un mode de communication. Ça m'intéresse en tant qu'écrivain. C'est important. Nous pensons que ça ne compte pas, mais ça compte beaucoup. Et je crois qu'il est important aussi de faire la distinction entre les relations par les chatbots. On a beaucoup de films de gens qui tombent amoureux d'un robot ou d'un bot.
mais une relation où on donne de l'amour mais qu'on n'en reçoit pas, c'est toujours beau. C'est problématique parce que c'est la solitude. Mais je crois que la communication avec d'autres sur Internet, cette communication peut être très profonde. Je suis intéressée par cela. Ces relations peuvent être problématiques, bien entendu, sur Facebook surtout. Mais j'ai noué des amitiés grâce à Internet. Pour moi, ces relations ne sont pas moins importantes ou moins réelles. Si l'on arrête de rencontrer physiquement des gens, pendant la pandémie, par exemple, on a fait une surconsommation de Zoom et personne ne veut y revenir. Là, on a compris qu'il ne fallait pas être uniquement sur Internet. Mais si c'est en plus de vos relations avec des vrais êtres humains que vous voyez dans la réalité, ça peut être quelque chose qui ajoute beaucoup à votre vie, qui vous apporte beaucoup. D'autres questions? Je souhaitais revenir à la question des travailleurs. En effet, vous avez commencé à parler des lignes directrices. Les tétons féminins sont interdits, pas ceux masculins. Et ça me fait penser à ce qui se passait à Hollywood. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment quelque chose de nouveau? Est-ce que c'est juste quelque chose d'ancien qui s'applique, quelque chose de nouveau? Est-ce que ça nous dit quelque chose sur le capitalisme, notamment sur le capitalisme occidental, voire américain, qui est une manière un petit peu prude de regarder l'être humain? Moi, ce qui me fascine, ce sont justement ces lignes directrices. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la question de la normalité. Qu'est-ce qu'on pense de la normalité? Mais ces lignes directrices se fondent sur une idée occidentale, chrétienne, du bon et du mal. Et ces lignes directrices changent constamment. Alors un jour, par exemple, il y a Black Pete aux Pays-Bas. C'est un assistant du Père Noël, mais il est noir. Et les gens manifestaient contre cela en disant que ça se référait à l'esclavage. Est-ce qu'on peut arrêter d'utiliser Black Pete? Mais Facebook dit ça va très bien, c'est du folklore. Et après des années, les lignes directrices ont changé. Ça a été interdit. Donc ça change constamment. Or pour moi, c'est un processus hyper intéressant. En effet, les gens qui développent ces lignes directrices, et ce n'est pas 5 personnes isolées dans le monde, c'est des gens partout dans le monde qui se réunissent régulièrement. Ils ne veulent pas forcément faire quelque chose qui est bien. Ce n'est pas une question de moralité, c'est une question d'investissement, de ne pas perdre de bénéfices, de ne pas perdre d'utilisateurs. Donc ce qu'il en ressort, ce sont des lignes directrices qui ressemblent à Frankenstein et qui racontent quelque chose sur le monde dans lequel on vit. Le monde change, ça c'est raciste, on n'en veut plus, donc cela reflète nos idées modernes du bien, du mal. Et en même temps, ce n'est pas le cas. Et ça pose question. Ça pose des questions super intéressantes. Moi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que lorsqu'un modérateur supprime quelque chose, ils doivent expliquer pourquoi ils l'ont fait. Et ils doivent catégoriser la publication. Donc, si vous regardez une vidéo de quelqu'un qui se fait exploser dans une école maternelle, est-ce que c'est une violence envers les enfants ou est-ce que c'est du terrorisme? Pour moi, ces catégories sont fascinantes et c'est vraiment ce qui m'a intéressée. Et oui, je pense que c'est comparable au code d'Hollywood. À l'époque, je ne sais plus quand c'était, les années 30, les années 40, après la guerre, je ne sais plus, mais les gens n'avaient pas le droit d'avoir des rapports sexuels à l'écran. Les gens queer ne pouvaient pas se tenir la main du tout. Et donc, les gens, les réalisateurs ont trouvé des manières de contourner ce code. On voit 2 personnes sur un lit et c'est une allusion au sexe. Mais donc, il y avait cette idée de ce qui était bon, ce qui n'était pas bon. Cela reflète les questions politiques de l'époque aussi. Donc, il me semble que les lignes directrices sont toujours intéressantes de ce point de vue. Qu'est-ce qu'elles reflètent? Qui les fait? Qu'est-ce qu'elles ne montrent pas? Très bonne question, donc. Y a-t-il d'autres questions? Je crois qu'on a le temps de prendre une toute dernière question.
Eh bien, si tel n'est pas le cas, je vais poser une dernière question pour conclure. Alors moi, j'aimerais savoir comment ces deux romans dont on parle aujourd'hui, comment s'intègrent-ils dans votre œuvre plus large? Lucie? Dans les livres que je vais écrire, enfin Either one, if you want to talk about the one you're working on now, one that you're working on now, Celui sur lequel vous GPS, travaillez à l'heure how would you like actuelle. it to fit into your larger work. Je pense que déjà c'était un deuxième roman et je crois que le deuxième roman, enfin, moi, en tout cas, il a été très dur à écrire parce que je sais pas, parce que je crois que les deuxièmes romans c'est toujours dur à écrire et que ça arrive après un premier et qui assoit un ton. Et GPS, je crois. Pour moi, c'était depuis toujours le début d'une trilogie sur les écrans, sur la relation aussi aux écrans, voilà, à ce côté virtuel, réel. Et le prochain, ce sera sur les jeux vidéo, probablement, et celui encore d'après sur le cinéma. Et les films d'horreur, enfin, le film d'horreur dans le sens très large. Et je crois que oui, c'était pour moi, c'est celui où je sais pas, voilà. Oui. Mais en tout cas, oui, ça a été un jalon pour moi, peut-être parce que c'était le deuxième et qu'il annonçait quelque chose de plus grand. Quand j'ai fini GPS, j'avais envie de continuer, alors que ce soit avec la narration à la deuxième personne, mais aussi sur cette réflexion des écrans. J'avais l'impression qu'il y avait ça m'a donné d'autres clés pour comprendre. C'est comme un labyrinthe qui s'ouvrait pour moi. Ok, excellent. C'était pas une fin. Yeah, good. Hannah, how about you? Hannah, et vous? Eh bien, pour moi, toutes mes œuvres portent sur la culture, la politique, les dynamiques sociales, influencent notre manière de voir le monde. Donc, comme je l'ai dit, il y a toujours ce que l'on trouve normal, pourquoi on trouve ça normal, et ça implique tout un tas de facteurs. La culture est un facteur important. Il me semble que la plupart de mes romans, sinon tous, portent sur cette question. Beaucoup de mes romans précédents étaient spéculatifs. Ils comportent un élément de science-fiction. C'est assez réaliste, mais il y a un élément de science-fiction. Et ce livre-ci est hybride, il est réaliste, c'est un commentaire, mais une fois que les gens le lisent, pensent que c'est de la science-fiction. En effet, ils n'étaient pas au courant que les modérateurs de contenu existaient. Ils connaissaient mes livres, donc ils pensaient que c'était de l'anticipation. C'est la raison pour laquelle j'ai rajouté toute la liste de sources. Donc je dirais que c'est une rupture par rapport à ce que j'ai fait auparavant, car il est bien plus réaliste, mais il contient toutes les thématiques de mes autres livres aussi. Donc c'est très moi, c'est moi. Merci à toutes les deux. C'était une séance très intéressante que j'ai particulièrement appréciée. Merci.